Côte d'Ivoire, qui pouvait imaginer, ok, merci beaucoup, qui pouvait imaginer qu'il y a crise d'électricité en Côte d'Ivoire? Peut-être que je me trompe, hein, mais les Ivoiriens, vous êtes là, hein, vous allez m'aider à comprendre. Les 180 entreprises industrielles subissent un rationnement. Hein, quoi? C'est compliqué, un rationnement. Alors, le rationnement, c'est ce que nous, on subit aujourd'hui au Mali, c'est-à-dire que on dit d'accord, puisque nous, on est à l'ACI. ACI, vous avez le courant pendant 8 heures, c'est-à-dire, on nous dit par exemple de midi, hein, de 8 heures, je prends de 8 heures à 16 heures, le courant, on donne à l'ACI, et à 16 heures net, on coupe le courant, et puis on donne à Bako Djikoroni. Eux aussi, ils font 4 heures ou 6 heures, on coupe, on donne à Djelibougou, on coupe, on donne à... Donc, on fait le rationnement de l'électricité. Mais comment comprendre que le Prado qui a investi autant de milliards en Côte d'Ivoire, on nous dit qu'il y a rationnement d'électricité au niveau de 180 unités industrielles. Donc la Côte d'Ivoire n'a que 180 unités industrielles, seulement 180. Waouh! Je viens. Donc la Côte d'Ivoire, Balèze, Ouattara se gonfle là. Comment 180 unités industrielles peuvent faire de la Côte d'Ivoire le moteur de l'économie dans la sous-région? Seulement 180 unités industrielles, seulement 100. Moi, je pensais qu'on tournerait autour de 1000 ou bien 500 unités, 104, même pas 200. Même pas 200 sociétés en Côte d'Ivoire. Ivoirien, vous avez ce repère. Alors, vous avez quoi? 30 000 milliards et puis vous avez 180 unités industrielles pour payer une dette de 30 000 milliards. Je ne suis pas économiste, mais chacun sait que la réalité... Donc, quand les gens de RH2P, les Cissé Bakomo qui ressemblent, on dirait gorille, les Touré Mamadou PD, et tout cela, ils font croire que le Prado, d'après eux, a fait un travail extraordinaire. Mais vous n'avez que 180 unités industrielles en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi, je n'invente rien. Détestez-moi, je suis d'accord avec vous. Voilà ça ici. C'est écrit. 180 unités industrielles en Côte d'Ivoire. Et puis Ouattara, il s'est dit économiste. Il va surendetter le pays 30 000 milliards. Comment 180 unités peuvent faire ça? Bon, on va continuer. Selon le journaliste ivoirien Bali, depuis plusieurs semaines déjà, si les coupures de l'électricité dans les quartiers et villes de la Côte d'Ivoire sont marginales, les 180 entreprises industrielles environ du pays subissent systématiquement un rationnement. Alors, j'ai envie de dire à cette jeune belle dame avec qui j'ai parlé, qui me disait que nous, on doit demander courant à la Côte d'Ivoire. Et alors, vous n'arrivez pas à satisfaire les besoins énergétiques des 180 industries de la Côte d'Ivoire, vous allez nous vendre le courant. Voilà. L'horizon commence à nouveau à s'assombrir. Les autorités ivoiriennes circonspectent se taire pour le moment, dans le silence. Mais le distributeur de l'électricité, la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, a vaguement pris les devants. Dans un communiqué en date du 19 avril 2024, elle a signalé des incidents techniques sur des ouvrages électriques. Ça fait des semaines. Quel genre d'incident technique jusqu'à la date d'aujourd'hui n'est pas encore résolu? Parce que jusqu'à la date où je vous parle, il y a pas, le courant n'est pas en Côte d'Ivoire comme il se devait. Alors, comme un pays qui ne peut pas approvisionner son tissu industriel, son réseau industriel, va nous donner de l'électricité. Ça, c'est Keïta. Keïta, toi aussi, tu vas fouiller partout. Là où tu ne dois pas regarder, tu vas regarder. Il faut laisser les Ivoiriens à leurs problèmes. J'ai laissé les Ivoiriens à leurs problèmes. Donc, vous voyez, les Ivoiriens ont plus de problèmes que nous. Nous, on a une crise sécuritaire à gérer. Nous, on était sur le point de diviser notre pays. Nous, on avait des multinationales. Ah non, non, non. Des pays. Non. On avait les pays occidentaux chez nous. On avait la MINUSMA chez nous. On avait Takuba chez nous. On avait tout ça chez nous. Donc nous, on avait vraiment un sérieux problème sécuritaire. Nous, on n'est pas dans leur histoire de démocratie. Et ils sont dans la démocratie. Wow, il y a un sérieux problème encore. Ah, donc la démocratie, c'est quoi alors?
C'est pas vrai. Alors, donc, la Côte d'Ivoire a un sérieux problème d'électricité. Alors, comment la Côte d'Ivoire peut aider? Donc, Ivoiriens, ça, c'est une réalité qu'on vous cache. Comme je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui suivent mes interventions, Dieu merci. C'est pas tous les Ivoiriens qui ont des dents contre Keïta, c'est pas tous les Ivoiriens qui détestent Keïta. Au contraire, quand vous regardez ceux qui apprécient Keïta, même au sein du pouvoir, parce que je vous fais une confidence, il y a une responsable du RHDP qui est amie avec Yahi Touré. Vous connaissez Yahi Touré, c'est une partenaire avec qui je travaille. On s'est trouvé là-bas comme ça par hasard un jour. Elle dit qu'elle m'apprécie, elle apprécie ce que je fais. Son frère aussi, son frère est un grand admirateur de Keïta. Donc vous voyez, même au sein du RHDP, Keïta est apprécié. C'est seuls ceux qui n'aiment pas la vérité, qui détestent la vérité, qui n'aiment pas qu'on dise la vérité, c'est eux là qui détestent Keïta. Mais c'est pas grave. Keïta continuera à faire ce qu'il a à faire jusqu'à ce que les choses se normalisent. Alors, donc, vous voyez, la Côte d'Ivoire a un sérieux problème d'électricité. Les 100 petites unités industrielles, 180 seulement. La Côte d'Ivoire, moi, j'ai dit, jusqu'à 200, 300, 400 entreprises. J'ai dit, waouh, ça c'est bon. Seulement 180. Alors, quand vous endettez un pays, et puis vous n'avez que 180 unités industrielles, comment voulez-vous payer la dette? Vous allez augmenter les impôts. Parce que s'il n'y a pas suffisamment d'entreprises pour soutenir l'économie ivoirienne, comment vous allez payer cette frénésie d'endettement, 30 000 milliards? Vous allez payer ça comment? Avec seulement... Donc, Laurent Gbagbo avait raison alors. Donc, Kodé Katina avait raison. Donc, vous insultez les gens pour rien alors. Vous n'avez que 180 unités industrielles, alors comment vous allez payer les 30 000 milliards si on n'augmente pas les impôts? Parce qu'arrivé à un moment donné, le FMI dit on ne peut plus vous donner crédit. La Banque mondiale va dire on ne peut plus. Donc, on va mettre la Côte d'Ivoire sous pression, ajustement structurel. On va commencer à imposer aux Ivoiriens. Il faut augmenter taxe ceci, il faut augmenter impôt par là. Il faut y accorder sa paix à son âme. Prions que cela n'arrive pas, parce que si Ouattara ne se ressaisit pas, ça va être compliqué. Alors, on va continuer, on va rapidement s'arrêter ici d'abord, avant de revenir sur la France. La France, alors, la France dit, il faut faire la guerre. Donc, la déclaration du général français a trouvé écho au sein de l'exécutif français. Vous vous rappelez, je vous avais dit que ce général-là ne peut pas sortir tenir ses propos comme ça, sans que les responsables politiques eux-mêmes ne soient impliqués dans les décisions, enfin, dans les déclarations de ce général. Et je l'ai dit aussi bien comme le capitaine l'a dit aussi, c'est pour préparer l'opinion française, européenne, à une éventualité. Et la vérité est sortie aujourd'hui. Le ministre français des armées a déclaré, je vais vous faire écouter sa déclaration, mais en réalité, c'est pas vrai. On va aller doucement. Alors ici d'abord au Mali, avant de revenir encore dans le Sahel, on va aller au Mali. La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable des requêtes du président du Refisi. Et puis, enfin, ceux qui ont porté plainte, Cheikh Mohamed, Chérif Koné et du président du mouvement Reconstruire Bara, Niyiriwa, Docteur Mamadou Konaté, motivation, les associations requérantes n'ont pas qualité à saisir la Cour pour faire constater la vacance du pouvoir. Alors, vous savez, quand Keïta dit toujours que j'ai du mal à comprendre des gens qui ont dit qu'ils ont des diplômes, qui ont des doctorats en droit, qui se font appeler avocats, mais qui ne connaissent même pas le B.A.B.A, la base, le fondement, le rationalisme, c'est-à-dire le minimum. On dit Keïta, tu as grande gueule. Dieu merci. Voilà, la Cour constitutionnelle a encore rejoint Keïta pour dire qu'ils n'ont pas qualité. En d'autres termes, ils n'ont pas qualité. Pourquoi?
Le 27 mars, le président de la référence syndicale des magistrats et de l'association malienne des procureurs et poursuivants ont déposé au greffe de la Cour constitutionnelle une requête au fin de constater de vide institutionnel au Mali pour vacances de la présidence de la transition militaire et d'échéance des organes de mise en place d'une transition civile de mission. Et le 8 avril, le président du mouvement, Reconstruit Bara, Konaté a saisi le 9 sages d'une requête aux fins d'intervention volontaire tendant la constatation de la vacance de la présence de la transition. On va écouter. Hein. Dans l'arrêt numéro 2024-02-CC du 25 avril, relatif aux requêtes en date du 27, aux fins de constatation de vide institutionnel au Mali pour vacances de la présence de la transition militaire et d'échéance des organes et mise en place d'une transition civile de mission du 5 avril, aux fins d'intervention volontaire publiée dans le journal officiel spécial numéro 11 du 26 avril, les 9 sages ont déclaré les deux requêtes irrécevables. Waouh! Motivation. Les associations requérantes au terme de l'article 7 nouveau de la charte n'ont pas qualité à saisir la Cour pour faire constater la vacance du pouvoir. Le droit n'a pas été dit. En analysant ce arrêt, docteur estime que le droit n'a pas été dit. Bon, ça c'est ton avis. Il y a lieu de le lire la conscience des Maliens et de toute humilité que dans le cas espèce, la Cour constitutionnelle du Mali a statué extra petita. Ce qui signifie en droit que la Cour a sciemment répondu à une sollicitation que les deux syndicats n'avaient pas faite. Une chose est certaine. Quelle est leur qualité pour saisir la Cour constitutionnelle? Parce que la Constitution, il y a des éléments juridiques, il y a des éléments de base, il y a des mécanismes institutionnels, il y a des mécanismes juridiques pour saisir la Cour constitutionnelle pour constater ou pas la vacance du pouvoir. Alors, quand vous parlez de la vacance du pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas un président en fonction? Le président est en fonction. Si le président est en fonction, d'où vient le fait qu'il y a vacance de pouvoir? Alors, les gens sont allés à l'école, nous on a payé l'argent pour leur formation, on a cru qu'on a formé des gens. Alors, c'est ceux-là qui doivent défendre nos dossiers. Est-ce que vous pensez que des gens comme ça, là, on doit leur accorder un dossier pour aller défendre, même sur le plan international? Comment ils vont nous défendre? Parce que si vous ne maîtrisez même pas le béaba, le minima, c'est compliqué. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais force reste à la loi et à la vérité. Est-ce que Assimi Goïta ne répond pas pleinement aujourd'hui? Pour que tu parles de vacances de pouvoir, c'est qu'effectivement, il y a vacances de pouvoir. Et dans le cas échéant, la Constitution est claire en cas de vacances de pouvoir. Je n'ai pas lu tous les éléments de la Constitution, mais la Constitution détermine, en cas de vacances de pouvoir, qui doit effectivement saisir le Conseil constitutionnel. Est-ce que ce sont des associations? Est-ce que ce sont des clubs d'amis? Est-ce que ce sont des partis politiques? Est-ce que ce sont des mouvements ou associations politiques? Non. Quand il y a une vacance de pouvoir, il y a un mécanisme juridique qui permet de saisir le Conseil constitutionnel. Alors, vous voyez, des gens se lèvent, ils veulent se donner de l'importance, ils veulent se donner de la voix, ils veulent qu'à l'extérieur on dise, ah, il y a des opposants au Mali qui sont opposés à Assimi Goïta, ils veulent être, qu'on dise, ah, il y a garçon au Mali. Il n'y a pas garçon au Mali, parce que quand tu dis, je dis bien, il n'y a pas garçon, je sais très bien de quoi je parle. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas vraiment garçon au Mali? C'est pas ça. Eux qui se disent garçons, ils biaisent le droit, ils violent le droit, ils ne maîtrisent même pas les mécanismes de recours. Ils se lèvent, ils veulent aller. Parce que pour que, juridiquement, on parle de vide, de vacances de pouvoir, la Constitution détermine les cas de vacances de pouvoir. Est-ce qu'eux, ils rentrent dans ce cas-là? Ils disent qu'ils sont avocats, moi je ne suis pas avocat. Ils sont magistrats, je ne suis pas magistrat. C'est pourquoi je dis, si vous êtes garçon, invitez-moi dans un débat public, retransmis directement sur
sur l'ensemble du territoire malien en direct de l'ERTM. J'ai dit ce jour-là que je n'ai pas besoin des membres du gouvernement. Ils n'ont qu'à s'asseoir tranquille. Si vraiment ils pensent qu'ils ont le droit avec eux, qu'ils maîtrisent le droit, Keïta ne perd pas son temps pour faire la littérature, prendre le droit, théorie, blablabla. Keïta va sur le concret. Que dit la Constitution par rapport à une vacance de pouvoir? C'est ça la réalité. Que dit la Constitution? Quand est-ce qu'on peut constater la vacance de pouvoir? Est-ce que vous prenez vos émotions pour en faire des éléments de droit? Vous prenez votre légitimité pour en faire un élément juridique. Oui, légitimement, vous pouvez dire qu'il y a vacance de pouvoir. C'est votre droit. Mais est-ce que votre légitimité repose sur ce qu'on appelle la souveraineté constitutionnelle? En d'autres termes, que dit la Constitution? Vous ne dites rien de tout ça. Ça, vous vous levez, vous saisissez, la Constitution devait finir. Parce que vous dites, comme la Constitution avait été, il y a un délai d'élection qui avait été programmé, vu que ce délai est dépassé, donc il n'y a pas, il y a un vide juridique. Mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Ouais, souvent je dis aux gens, évitez de vous faire humilier, parce que quand vous prenez de telles responsabilités, vous croyez réellement qu'au Mali, à l'exception du gouvernement, à l'exception du Conseil constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, à l'exception de ces institutions juridiques, vous croyez réellement qu'au Mali, il n'y a pas d'homme compétent à la matière, parce que vous croyez que vous avez fait 7 années d'études de droit, donc vous maîtrisez mieux que celui qui n'a pas fait. Vous avez menti. Parce que là, vous allez trouver un garçon net, pile, qui n'a pas fait 7 ans de droit comme vous, mais qui va vous recadrer et vous ramener à votre banc d'études. Là où vous avez appris le droit, là, Keïta va vous ramener là-bas. Allez vous asseoir encore pour reprendre beaucoup. Parce que visiblement, il y a quelques éléments qui vous ont échappé. La Constitution, même si politiquement, une date a été donnée, juridiquement, que dit la Constitution? C'est-à-dire, voilà des gens qui ne font pas. Vous dites, sincèrement, ils devaient organiser l'élection, ils n'ont pas organisé l'élection. Ça, c'était une décision politique. Mais juridiquement, que dit la Constitution? Non, non, non. Ils s'élèvent. C'était le 26. Ils n'ont pas fait logo, on ne veut pas. Mais juridiquement, que dit la Constitution? C'est pas on ne veut pas, c'est pas qu'ils n'ont pas organisé. Que dit la Constitution? Moi, j'ai vu que le ministre Abdoulaye Maïga s'est donné trop de mal pour vouloir expliquer des choses. C'est pourquoi je dis souvent, monsieur le ministre, donne-nous tout Keïta Massa. Et quand il reste un boli dans la quoi, tout Keïta Massa. Ni fait bekoka kalanaka be fendo na. Keïta Baïre, la kika kalao. Ika lonia, ika diplôme, Keïta Bao Bela Sigi. Kabato di kao kala. Kabiki di feu dima. Ki kala, abe famia chogomina. Quel est ton Hakila Baradeno? Le capitaine a dit, donc vous croyez que celui qui n'est pas allé à l'école des Blancs n'est pas un intellectuel pour vous? C'est pas moi, le capitaine l'a dit. Keïta n'a pas besoin de faire école de droit pour vous confondre, parce que je dis, je le confirme, à l'état actuel des choses, je ne suis ni prophète, ni rien, mais je reconnais à moi la sagesse, les qualités hautement requises pour être un homme philosophe. Donc, je me considère, moi, Cheikh Oumar Keïta, comme un philosophe. Je n'ai pas encore écrit, c'est une certitude. Je ne suis pas pressé. Sinon, très peu de personnes peuvent prétendre avoir ce que j'ai et ne pas commencer à se déclarer partout dans le monde avec tous les gros titres que vous connaissez. Je suis philosophe. Je le dis. Je n'ai même pas honte du mot. Je suis philosophe. Et je peux discuter de n'importe quel sujet sur la planète Terre. Quand vous venez, vous qui dites que vous avez un doctorat en droit, là, vous saisissez notre institution judiciaire pour parler de vacances du pouvoir. Mais avant de le faire, là, que dit la Constitution par rapport à la vacance de pouvoir? Moi, je vois même que le Conseil constitutionnel même s'est emmerdé pour rien. Vous vous rappelez? J'ai dit au Conseil constitutionnel de leur poser la question. Depuis que la guerre a commencé, là, ils ont fait quoi?
ceux qui ont porté plainte, là, depuis la guerre a commencé, là, ils ont fait quoi? Quelle a été leur contribution? Quel a été leur soutien? Quelle a été leur participation pour soutenir nos forces armées? Rien. Merci au mouvement Biko de Fatoumata Batoumata. Voilà un mouvement qui peut, si il le désire, le mouvement, de dire quelque chose. À l'exception du mouvement Biko, il n'y a même pas un parti politique que les Maliens même doivent écouter. À l'exception d'Ambiko, il n'y a même pas. Il n'y en a pas. Ils ont fait quoi? Toi, tu m'énerves de la Guinée, là, je vais te bloquer. La prochaine fois, tu sors à Guinée. Tu payes mes unités ici. Tu sais combien je dépense par jour pour avoir cette qualité d'image et de son? Il faut me parler encore de Guinée. Tu viens prendre cadeau, tu la fermes et puis tu t'abats. Tu vas me dire Guinée. Tu m'as déjà donné 5 francs pour parler de la Guinée. J'ai un agenda et je suis mon agenda. Tu n'as rien à me demander. Tu écris encore, je te fous dehors. Ça veut dire quoi ça? Apprenez à respecter les gens. Tu viens suivre le direct gratuitement et puis tu me parles de Guinée. J'ai dit quoi en Guinée? Tu crois que Madou Doumia ne fait pas suffisamment le travail extraordinaire qu'il fait, ça ne te suffit pas? Hein? Ce que Madou Doumia est en train de faire là, quel président, à l'expression de Sékou Touré, quel président qui a fait comme lui? À l'exception de Mamadou Doumia là, quel président qui a travaillé comme lui? Votre choix des Alpha Condé, il a fait quoi? Il faut venir m'énerver encore avec affaire de Guinée. Alors donc, la réalité, voilà. Ils n'ont rien fait et c'est eux qui veulent. C'est-à-dire que, on dit, la nature obéit à une logique. La nature obéit à une logique. Quand vous travaillez, vous recevez. Quand vous plantez, vous récoltez. Quand vous plantez, vous récoltez. Quand vous plantez, vous récoltez. Le mouvement Ambiko plante aujourd'hui pour récolter demain. Mais voilà des gens, on n'a jamais su qu'ils existaient, on n'a jamais su quelle est leur, c'est-à-dire leur place dans ce pays Mali là, on n'a jamais vu. On nous a attaqué, le pays était sur le point d'être décapité, sur le point d'être divisé, sur le point d'être coupé en deux. Ces gens, c'est maintenant qu'on reconnaît qu'il y a des hommes de droit dans ce pays. On ne les a jamais vus aller défendre le Mali devant les tribunaux des Nations Unies. On ne les a jamais vus répondre. Donc vous commencez à comprendre que quand le capitaine Traoré parle d'esclaves de salon et de valets locaux, il y en a partout. Hein. Dans tous les États, il y a des esclaves de salon et des valets locaux. De l'impérialisme. Pendant que le pays était dans la tourmente, là où on avait besoin des hommes de droit, comme ces jeunes techniciens qui ont dit on ne peut pas permettre que les données biométriques des Maliens soient bloquées par une petite entreprise française. Des Maliens se sont levés, ils ont récupéré les données et puis ils ont sécurisé. Mais vous, là, vous avez fait quoi? Souvent, vous devez avoir honte même de sortir. Moi, je vous regarde, je dis, mais attends, quand vous vous réveillez le matin, là, quel genre de visage vous regardez? Quand vous vous réveillez le matin, là, quel genre de visage vous regardez? Quelle est cette haine-là? Vous pouvez ne pas aimer Assimi Goïta, je suis d'accord avec vous. Mais aimez votre pays, je vous en prie. Aimez le Mali. Le Mali vient de loin. C'est ce que j'ai dit à la jeune dame là aujourd'hui. Ah, les gens souffrent, les gens souffrent. J'ai dit, tu sais, on voit rien. J'ai dit, il faut te calmer. Elle parle jusqu'à elle. J'ai laissé la dame à finir. Quand elle a fini de parler, j'ai dit, je peux parler. Elle dit oui. J'ai dit, d'accord. Souvent, il y a des femmes qui disent, Keïta, 10 ans, 15 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans de mariage, je n'ai jamais fait de fausse couche. Mais le mari, lui, il est bien portant, il n'a aucun problème. Ça peut être le mari comme la femme, mais on va aller avec le cas de la femme, sans manquer de respect à mes soeurs. Donc, on dit, bon, madame, on va déboucher vos trompes. Le DAMSA peut vous aider d'abord, 1, pour déboucher les trompes, 2, pour faciliter l'ovulation, 3, pour nettoyer votre appareil reproductif pour vous mettre dans les meilleures conditions. Merci à toi, Bachili. Dès qu'on finit ça, on attend le résultat. Et dès qu'elle finit son traitement et que les trompes sont débouchées, bien nettoyées, l'ovulation est au top, dès qu'il y a contact avec le mari, ah, Keïta, je n'ai pas encore vu mes règles, merci, oh, merci. Il dit, ah. Donc, mais pendant 10 ans, 20 ans, elle allait partout.
Alors qu'il y avait un problème sur eux qui était là. Alors, tant que les trompes ne sont pas débouchées, pardon, tant que les trompes ne sont pas débouchées, s'il n'y a pas la facilité d'ovulation, si on ne nettoie pas comme il se doit, donc c'est compliqué. Donc, il y a des blocages. Il aurait fallu prendre le temps pour nettoyer. Et dit, mais le Mali était dans un trou énorme. Alors, quand ils sont arrivés, on avait de sérieux problèmes. Le plus urgent, c'était la sécurité. Et ces messieurs-là, ils ont commencé à travailler, à mettre... Aujourd'hui, on veut pas. Le monde reconnaît ce qui a classé le Mali aujourd'hui. 37e pays sur 190 ou 170, je ne sais pas, de pays dans le monde. Alors que le Mali était le dernier en Afrique. Les 5 derniers, le Mali était dedans. On n'avait pas d'armée. C'est avec des bâtons qu'on faisait les entraînements. Le Mali comme la Centrafrique. C'était des bâtons qu'on utilisait. Mais aujourd'hui, il faut venir t'amuser. Il faut venir t'amuser. On va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. 37e. Donc on vient de loin. On vient de loin. Aujourd'hui, la question énergétique pose problème au Mali. Mais le Mali n'est pas le seul. Cette question d'énergie, on va en parler tout à l'heure. Je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire. Il y a le rationnement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les entreprises ne peuvent pas travailler correctement en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de courant. La Côte d'Ivoire ne connaît pas les mêmes problèmes que le Mali. Alors comment la Côte d'Ivoire se trouve dans la même position que le Mali aujourd'hui? Et le Mali a commencé à retrouver. Parce qu'aujourd'hui, depuis hier du moins, le courant, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont couper après, je ne sais pas si on coupe ne vous emmerdez pas, on va mettre le groupe, il n'y a pas de problème. Mais alors aujourd'hui, regardez. Donc on a commencé, le gouvernement est en train de récupérer en termes. Alors pour le moment, la production énergétique, c'est quoi? C'est la consommation domestique d'abord. Il faut sécuriser ça. Et ensuite, dans les 18 mois à venir, c'est la consommation industrielle que nous sommes en train de viser. En d'autres termes, les centrales, que ce soit thermique, que ce soit hydraulique, que ce soit éolienne, que ce soit solaire, que ce soit, comment on appelle, comment on appelle, enfin, les centrales, comment vous appelez ça même là, avec ces trucs-là. Bon. Donc, il y a ces centrales-là. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre en place de grosses unités industrielles pour la transformation de nos matières premières, comme je vous l'ai fait écouter, Oufoué a dit. En ce temps-là, ce ne sera plus le bauxite, mais le fer qu'on aura déjà transformé chez nous. On va même acheter le cacao en Côte d'Ivoire, acheter le cacao et le Burkina et le transformer chez nous, et puis le vendre. Vous avez bien compris. Le Mali va commencer à acheter le cacao burkinabé, ivoirien, pour le transformer au Mali et puis le vendre. Le cacao, il y a beaucoup de produits dedans. Il y a le beurre, il y a le, comment on appelle, il y a le beurre qui est dedans. Il y a plein de dérivés dans le cacao. Plein. Le caoutchouc. On va acheter ça et les Ivoiriens, transformer ça, et puis vendre les pneus. On va fabriquer les pneus ici. Donc, quand ce jour-là viendra, bon, on va reprendre. On va reprendre rapidement. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Alors, voilà. Donne-moi une seconde, c'est mon micro là qui avait un peu déconné. Celui-là, c'est pas grave, comme lui, il est là. Alors, donc, quand vous regardez ça, ce jour-là, comme l'a dit Oufoué, ce jour-là, comme l'a dit le président Oufoué, évidemment, ce sont des produits finis que nous allons vendre. Nous allons acheter le cacao ivoirien, nous allons acheter l'acajou, nous allons acheter, comment on appelle ça, les sèves de, comment on appelle ça, des VA là ou quoi là, par rapport à, on va faire quoi? Fabriquer les pneus ici. Donc,
Mais quand on va arriver à cette étape de la consommation industrielle en termes d'énergie, le Mali aura atteint un niveau déjà élevé en termes de consommation. Pour le moment, il faut sécuriser la consommation domestique. Et je ne sais pas, en tout cas aujourd'hui, pour moi, c'est un bon signe parce que ça vaut des mois et des mois qu'on n'a pas vécu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que pratiquement toute la journée, le courant ici n'est pas parti. On n'a pas coupé le courant pratiquement toute la journée. Ils ont coupé pendant quelques heures seulement et puis après c'est revenu. Hier nuit, pratiquement, le courant était là. Donc, déjà, pour moi, il y a un pas positif. Il y a une amélioration déjà qui est là. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, quand ces gens-là viennent pour nous dire vacances de pouvoir, mais je suis désolé, messieurs, ceux qui ont posé, vous qui avez posé, le droit n'a pas été dit. Est-ce que vous-même, vous connaissez le droit? Vous croyez que parce que vous avez un diplôme, vous avez fait un doctorat en droit, vous connaissez, vous croyez que c'est... Moi, j'ai toujours dit, la science sans conscience n'est qu'une des larmes. Est-ce que moi, Keïta, j'ai besoin d'apprendre à ces gens-là, à ces soi-disant docteurs ou quoi que ce soit en droit? Nous sommes dans une situation, deux cas de figure. Une décision politique soutenue par une base juridique. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que ceux-là, ils comprennent ça? Ceux qui ont porté plainte là, est-ce que leur niveau intellectuel leur permet de faire la part des choses? Une décision politique sous-tendue par comme on appelle, par une loi, par un élément, par un clavier, par un instrument juridique. En d'autres termes, si le politique, parce que la parole d'un politique, c'est pas la parole d'évangile, c'est pas la parole de coranique, seule la parole de Dieu ne peut être remise en question. Alors, on dit, parce que vous avez dit, alors qu'eux-mêmes, ils passent leur temps à mentir, à manipuler les gens. Quel être sur la terre veut dire, j'ai donné un délai, il faut que absolument je respecte le délai. Qui maîtrise le temps? Mais au lieu de vous précipiter pour dire, le délai là, vous avez fait quoi pour soutenir les forces armées? Eux qui se battent là. Moi c'est pourquoi je dis, j'ai honte. J'ai honte. Au nom de Dieu, si j'étais parenté avec ces gens-là, j'allais avoir honte même de sortir. Si j'étais parenté, ne serait-ce qu'avec une seule personne parmi eux, j'allais avoir la honte de ma vie. Voilà des gens, des femmes qui acceptent que leur mari aille mourir au front. Des enfants qui ne verront plus leur papa. Ça, la moralité, la décence exigerait qu'au moins, il faut respecter ces gens qui donnent leur vie pour le pays, pour la patrie. Vous venez sur la base. Moi, je pense même que le Conseil constitutionnel même a été gentil avec eux. Le Conseil constitutionnel même, il faut poser des questions simples, messieurs les juges, messieurs les sages. Posez-leur la question simple. Quel est l'instrument juridique qui vous permet de dire qu'il y a vacance de pouvoir? Une décision politique a été prise. Elle n'a pas été respectée. Et des éléments de réponse ont été apportés, puisque c'était une décision politique. Une autre décision politique est venue expliquer pourquoi on ne peut plus faire ça. Ça, c'est un. Donc, celui qui a pris la décision pour dire pourquoi on ne peut plus faire ça, c'est parce que la personne est investie de toute l'autorité morale et politique et de toute la confiance juridique. Ce sont les mêmes personnes qui ont pris la décision, nous allons faire les élections tel jour, ce sont les mêmes personnes avec les mêmes entités juridiques, avec les mêmes soutiens juridiques, avec les mêmes leviers juridiques qui disent on ne peut plus faire ça à cause de tel ou tel événement. Donc déjà, en prenant même la décision de dire qu'on ne peut plus faire ça, juridiquement, il n'y a plus de vacances de pouvoir. Est-ce que ceux-là, ils sont là à l'école? Est-ce qu'ils comprennent même le béaba même de ce qu'on appelle le jonglage entre les actions politiques et les éléments juridiques? Est-ce qu'ils comprennent même? Je risque de perdre notre temps à vouloir donner des leçons à ces gens-là. Mais quand même, ils n'ont qu'à se respecter un peu. Celui qui est venu dire on ne peut plus faire les élections, il est investi juridiquement pour le faire. Celui qui a dit on va faire les élections tel jour est celui-là même qui est venu dire on ne peut plus faire les élections tel jour. C'est en fonction des éléments juridiques qu'il a dit. Où est vite qui est là? Celui qui est investi juridiquement président, c'est celui qui a dit on va faire, c'est celui qui a dit on ne peut plus faire, voilà les éléments. Donc juridiquement, où est la vacance qui est là?
Comment les gens peuvent être de mauvaise foi jusqu'à ce point? Comment on peut être analphabète juridiquement jusqu'à ce point? Comment on peut être inconséquent avec soi-même jusqu'à ce point? Quel est le vide juridique? Quand le président a investi juridiquement, dit je ne peux plus organiser les élections pour des raisons, voilà ça, voilà ça. Et vous dites, il faut saisir. En fait, l'objectif n'était pas que la Cour ou le Conseil constitutionnel de droit, non. L'objectif était de dire au maître colon, il y a encore des hommes au Mali pour dire non à Assimi Goïta. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Après ça, il n'y a rien. C'est tout. Alors, on ne va pas perdre le temps pour répondre à ces gens-là. Si réellement ils sont vraiment des hommes de droit, je les amène. Je crois qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'on appelle le droit constitutionnel. Le mécanisme du droit constitutionnel, ils ne maîtrisent pas ça. Parce qu'il y a un mécanisme. La Constitution dit, voilà les cas de figure de vacances de pouvoir. Et qui doit saisir le Conseil ou la Cour constitutionnelle? Vous ne faites rien de tout ça. Vous vous levez pour dire, regardez, trahison civile. Trahison civile. Trahison civile. Vous n'êtes pas un garçon. Sinon, vous connaissez la route de Kouliba. Allez-y vous asseoir là-bas. Vous n'avez pas besoin des juges pour ça. Allez-y à Kouliba. Ils vous attendent. Vous perdez votre temps. Allez-y à Kouliba. Les gens vous attendent là-bas. Si vous êtes garçon, allez-y à Kouliba. Vous serez qu'à connaître. Maintenant, les femmes là, qui perdent leurs enfants, leurs maris là, les enfants qui perdent leur papa là, si vous ne faites pas attention, vous allez oublier même la voie qui mène à votre bureau. Parce que vous êtes en train de marcher sur le corps de ceux qui sont morts. Vous êtes en train de piétiner le corps des soldats qui sont morts pour la patrie. Vous êtes en train de cracher sur les civils qui sont morts dans ce pays-là. Vous devrez avoir un peu de décence quand vous parlez. Vous devrez avoir un peu d'humilité, un peu de déontologie quand vous demandez certaines choses. Ceux qui meurent là, c'est des êtres humains. Respectez la douleur des veuves, la douleur des orphelins, la douleur du papa et de la maman qui a perdu son fils. Ayez un peu de décence morale. La politique, ce n'est pas la bêtise. La politique, avant tout, c'est la moralité. La bonne conscience. La politique, c'est la saine appréciation. Quelle appréciation vous faites de ceux qui donnent leur vie pour que vous soyez là où vous êtes? Transition civile. Si vous êtes garçon, là, allez-y à Koulouba. On va vous trouver là-bas. Vous voulez transition civile, allez-y à Koulouba. On va vous trouver là-bas. Ça fait honte. Ça fait honte. Des Maliens qui se fichent éperdument d'autres Maliens qui donnent leur vie. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir. C'est tout le monde qui doit gérer le pays. C'est tout le monde qui doit être président. C'est pas vous les civils là, qui avez mis le Mali dans le chaos. Transition civile. Transition civile. Transition civile. Si vous êtes garçon là, wallahi, on vous attend là-bas. De toute façon, on va vous sonner là. Vous allez voir. Mais transition civile. Quelle transition civile? Il n'y aura pas de transition civile. Il n'y aura pas d'élection. On est au pouvoir. Jusqu'à l'Ascara. On ne fait pas élection. Il n'y a pas de transition civile. On finit notre travail propre. On met le Mali dans les meilleures conditions. Personne ne quittera le pouvoir. Il n'y a pas d'élection. À ma foi, bien, élection T. Il n'y a pas d'élection. Terminé. Si vous n'êtes pas content, on attend vos maîtres. Alors, la France, avant de commencer, la France qui prépare la guerre pour nous envahir, les Européens, les Américains font tout pour que les Africains puissent accorder une liberté aux personnes homosexuelles et en général aux LGBT+. Un dernier rapport américain paru cette semaine dénonce les pratiques discriminatoires à l'encontre des homos au Sénégal. Donc, les Américains veulent mettre la pression sur Ousmane Sonko et son président pour reconnaître le droit aux homosexuels. Vous savez, il y a une mise au point, on ne va pas perdre le temps sur ça. Personne n'empêche quelqu'un d'être homosexuel. Personne. Mais, inscrire cela dans notre constitution n'arrivera pas. N'arrivera pas. Alassane Ouattara a pris un décret
On est au courant. Je crois même qu'il devait voter une loi, je ne sais même pas si la loi est passée. Les Américains, je parle haut et fort pour que les pervers américains, les ratés américains, aujourd'hui, pourquoi l'Amérique est en train de perdre? Aujourd'hui, pourquoi l'Amérique est en train de chuter? Aujourd'hui, pourquoi l'Europe est en train de chuter? Je vous ai dit une chose. Ils sont en train de ressusciter Sodome et Gomorrhe. Et tant qu'ils vont ressusciter Sodome et Gomorrhe, que Dieu a maudit et détruit, Dieu ne leur donnera jamais la possibilité de gagner. Hier, j'ai regardé une famille américaine. Je crois le monsieur, il a 6 enfants, je crois, à peu près. Ils ont quitté les États-Unis avec tout le confort. Ils sont arrivés en Russie et ils demandent à avoir la nationalité russe. Un Américain avec sa femme, je crois, ils ont 6 enfants ou 5 enfants. Ils ont déjà commencé, ils font l'apprentissage du russe. Vous savez pourquoi ils ont quitté les États-Unis? Pour la même et simple raison que votre serviteur, Cheikh Markeita, qui a quitté les États-Unis. Le jour où l'homosexualité a été validée aux États-Unis par Barack Obama, qui a trahi ses principes et ses valeurs morales, j'ai dit, moi, j'ai plus rien à faire aux États-Unis. Quand Donald Trump est arrivé, il a commencé à dépecer ce projet de loi-là. Biden est venu, il a réactivé. Et le monsieur dit, il ne veut pas voir ses enfants grandir dans un pays pervers comme les États-Unis. Un pays où l'homosexualité est prônée. C'est la raison pour laquelle il vient en Russie et demande à Poutine de leur donner la nationalité russe. C'est la raison pour laquelle, Wallahi billahi, Allah est témoin. Le jour où ça s'est arrivé parce qu'on avait fait un référendum. Et le référendum, on avait rejeté. Les LGBT, ils sont allés, ils ont porté plainte au niveau de la Cour suprême. Il y a eu, je crois, 1 à 2 semaines de débat houleux. Finalement, ils ont gagné. Quand ils ont gagné, le jour où ils ont gagné, on a proclamé le résultat pour dire qu'il faut que la Californie applique. Ce jour-là, j'étais assis derrière mon ordi et puis mes larmes ont coulé. J'ai dit, Dieu, c'est l'âme, je ne veux pas avoir mes enfants grandir dans un pays pareil. C'est ce qui m'a motivé et me donné la force et le courage de rentrer. Ce monsieur, il a pris toute sa famille, ils sont rentrés en Russie. Actuellement, ils sont à Moscou. Il dit, mais c'est pas vrai. Lui, il regarde Moscou, il est dépassé. Il est dépassé. Parce que quand tu regardes Moscou et puis ce qu'on dit de la Russie, il dit c'est diamétralement opposé. Il est émerveillé. Et il est rentré avec sa femme et ses enfants. Il demande la nationalité russe. Il ne veut plus retourner aux États-Unis parce qu'il ne veut pas que ses enfants grandissent. Alors, un gars comme ça, qui quitte son pays pour la Russie, une Russie qui se bat pour préserver le socle de la famille. Vous croyez réellement que Dieu va donner le pouvoir aux Américains, aux Européens de battre la Russie? Parce que dans cette guerre, je vous l'ai toujours dit, il y a un élément spirituel qui, si vous enlevez cet élément spirituel, c'est fini. Vous n'allez rien comprendre. Dieu ne permettra jamais, ni aux Européens, ni aux États-Unis, de battre la Russie. C'est l'Ukraine qui sera cassée, c'est l'Ukraine qui sera détruite. Jamais ils ne gagneront cette guerre-là. Pour la simple et bonne raison que Dieu il a fait son choix. Et ça, c'est une réalité. On peut accuser Poutine de tout. On peut dire on n'est pas d'accord. Ça, c'est tout à fait normal. Mais dire que Dieu va permettre, parce que Poutine n'est pas bon, on n'est pas d'accord avec Poutine, et un gars qui... Parce que le problème, c'est quoi? Pourquoi cette guerre ne finit pas en Ukraine? Parce qu'il y a des intérêts énormes qui sont en jeu. La survie de l'homosexualité. Le soutien à l'homosexualité. Les entreprises d'armement. Quand vous entendez par exemple que le Congrès américain a voté 61 milliards de dollars pour soutenir la guerre en Ukraine, vous croyez qu'on prend les 60 milliards comme ça on vient donner à l'Ukraine? Non. Les 60 milliards vont servir à payer des armes américaines pour les livrer à la Russie. Et pardon, à la Russie, bon, Dieu merci, pour les livrer à l'Ukraine. Donc, ce sont des intérêts qui sont en jeu. Et ce sont des lobbies des entreprises de fabrication d'armes qui mettent la pression sur le Congrès, le Sénat, pour qu'ils fassent passer cette loi. Si on vous sort le chiffre exact que les Américains ont investi en armement pour l'Ukraine,
vous allez crier au scandale. Très peu d'argent liquide est arrivé dans les comptes de l'Ukraine. La plupart, ce sont des armes qu'on a achetées. Vous voyez toujours les chars Abrams, les canons César, les missiles Stinger, les blablabla. Vous voyez les noms, mais c'est pas les États qui les produisent, ce sont des entreprises privées qui les fabriquent. Ils achètent avec ces entreprises-là pour les livrer à l'Ukraine. Et aujourd'hui, Poutine a décidé, quand il voit un avion en l'air, il abat l'avion. Quand on met dans le train, il abat le train. Il détruit les trains, il détruit les rails. Donc aujourd'hui, les gens ne savent même pas comment il faut faire entrer ces armes-là. Quand les armes sont dans l'air, on les abat. À peine à la frontière polonaise, quand ils commencent à traverser les bouts, ils sont neutralisés tout de suite. Voilà, ceux-là, c'est eux qui nous donnent des leçons des droits de l'homme. Ils n'ont jamais investi autant dans une guerre en Afrique. Quand vous voyez ces avocats, ces soi-disant hommes de droit, qui n'ont pas la décence morale de regarder ce qui se passe de l'autre côté, regardez le soutien massif et financier de l'Occident à un pays qu'ils considèrent comme un pays qui incarne les mêmes valeurs qu'eux. Mais alors, depuis quand chez nous ici, on a investi tant pour nous aider? Au contraire, on nous empêche d'acquérir les armes qu'on veut. Combien de fois les Américains ont mis les pieds sur l'acquisition d'une certaine quantité d'armes de haute technologie? Il a fallu l'Iran, la Turquie, la Chine et la Russie pour dire il n'y a aucune restriction chez nous. On va vous donner les armes dont vous avez besoin. Toutes les armes dont vous avez besoin, on va vous donner. Il n'y a pas de restriction. À peine vous passez la commande, le lendemain, vous avez les armes. Et c'est ça qui est un peu gênant chez eux. Donc, on veut amener le Sénégal, on veut mettre la pression sur le Sénégal pour pousser le Sénégal, mais ils n'ont rien compris. Diomaye et Ousmane Sonko vont jamais renoncer à leurs principes, aux valeurs musulmanes qu'ils incarnent pour dire qu'ils vont instruire cela. Non, tu es homosexuel, tu fais ta pratique, ça c'est ton problème. Mais, venir t'exhiber devant le monde, femmes et femmes, devant tout le monde, faire vos bêtises là, non. Vous êtes homosexuel, faites ça dans vos maisons là-bas. Vous êtes homosexuel, faites ça chez vous là-bas. Pas dans la rue. Et ce ne sera jamais constitutionnalisé. Vous le faites, c'est votre problème. C'est comme le voleur. Tu vois, c'est ton problème. Mais le jour où on t'attrape, tu vas subir la rigueur de la loi. Vous faites votre bêtise là-bas. Le jour où on vous attrape, vous allez subir la rigueur de la loi. C'est aussi simple que ça. On ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez. Mais si vous le faites publiquement, vous allez payer le prix qui va avec. C'est ce qu'on dit. Et c'est ce que le Sénégal a dit. Donc, il n'y aura pas, en tout cas, en ce qui concerne le Sénégal, il n'y aura pas. Alors, vous allez voir, on va revenir avec cette fameuse guerre que la France prépare contre nous. Des déclarations sont là pour attester tout ce que nous avons dit. Mais mieux, il y a quelque chose. Oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo par rapport au Covid-19. Je vais développer ça. J'ai vu la personne. Je vais développer ça prochainement parce que j'ai beaucoup trop d'éléments aujourd'hui à développer. Alors, avant de revenir sur la guerre, on va développer ça. Mais je vous en prie, écoutons ceci d'abord. On va écouter ceci d'abord. On va écouter ça d'abord. Alerte Burkina Faso. Traoré Bassiriki chargé d'assassiner le sécurocrate burkinabé Oumarou Yabré au polonium dilué. Que ceux qui veulent y croire, qu'ils y croient. Que ceux qui ne veulent pas y croire, qu'ils n'y croient pas. Ce message est une alerte urgente. J'avais déjà annoncé dans un précédent post que Tene Birahima Ouattara Di Lafiole a prévu d'assassiner des cibles désignées au Burkina Faso. Les choses se précipitent. La première cible à éliminer est le capitaine Oumarou Yabré, chef des services de renseignement du Burkina Faso. Alertez-le en urgence. Vérifiez s'il se trouve à l'extérieur du pays,
dans le cadre d'une réunion internationale des services de renseignement. Il sera contacté par le préfet Traoré Vassiriki au motif de poursuivre les échanges fructueux de Nyongoloko. En réalité, c'est pour l'empoisonner. Après une réunion avec Tenegiraima Ouattara dit la Fiole, il a été admis qu'il était impossible de faire un coup d'État au capitaine Ibrahim Traoré tant Oumarou Yabré serait vivant. Il a donc été décidé de dépêcher à la dernière minute le préfet Traoré Vassiriki à la réunion annuelle du monde du renseignement en Europe avec pour mission d'empoisonner Oumarou Yabré. Il s'agit d'un type de poison, polonium dilué, qui causera un cancer fulgurant. Au bout de 6 mois, comme Ahmed Bakayoko, le capitaine Yabré mourra. Voilà, j'ai fait ma part. S'il veut, qu'il croit en ce que j'ai dit. S'il veut, qu'il ignore cette alerte. Pourquoi le régime d'Abidjan d'Alassane Ouattara n'a autre ambition, autre esprit que de tuer? N'est-ce pas eux, ce que Chris Yapi a dit? Je vais vous démontrer tout de suite pourquoi Chris Yapi a raison. Regardez bien regardez la sécurité. Regardez la sécurité d'Ibrahim. Hein? Regardez bien. Hein? Regardez la sécurité d'Ibrahim. Regardez là. Regardez. Bon. Je vais pas trop durer sur ça. Est-ce que ce que Chris Yapi a dit est vrai? C'est vrai. Pour quiconque connaît Alassane Ouattara, pour quiconque sait ce que vit Soro Kibafouré Guillaume aujourd'hui, pour quiconque sait ce que Laurent Gbagbo a vécu, on ne peut pas dire que Alassane Ouattara, parce qu'il faut qu'on nous apporte la preuve. Ahmed Bagayoko, sa femme Yolande, elle sait. À la dernière minute, quand on lui disait que son mari a été empoisonné, pourquoi Ouattara a voulu prendre en charge Ahmed Bagayoko? Pour éviter à sa femme de savoir ce qui s'est passé. C'est nous qui avons obligé, on a mis la pression sur Yolande d'enlever Ahmed Bagayoko en France, sachant bien qu'il allait mourir. On lui a dit, il faut le déplacer, au moins on sait qu'il ne va pas s'en sortir, mais tu pourras faire une autopsie pour savoir si réellement il a été empoisonné ou pas. C'est là qu'elle a mené son mari en Allemagne. On lui a dit que le déplacement, il ne pourra pas supporter, il ne va pas s'en sortir, il faut l'amener. Mais entre-temps, avant de faire le déplacement, elle savait que c'était fini pour son mari. Elle a fait un retour rapide à Abidjan pour sécuriser certains documents et puis elle est remontée rapidement son mari et puis ils sont allés en Allemagne. Arrivé en Allemagne, il était déjà pratiquement mort avant d'arriver. Ils ont fait l'autopsie. La quantité de poison qui est sortie des reins d'Ahmed Bagayoko a laissé sa femme bouche ouverte. C'est dans ça que la sœur d'Ahmed Bagayoko se plaignait tous les jours. On a tué mon frère, on a tué mon frère. Elle, on l'a liquidée. La sœur d'Ahmed Bagayoko, on l'a liquidée. Tous ceux qui se plaignaient de l'assassinat d'Ahmed Bagayoko, on les a tous liquidés dans sa famille. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qu'on a liquidées comme ça.
Donc, est-ce qu'Alassane Ouattara ne va pas tenter de liquider? Vous avez vu la sécurité d'Ibrahim Traoré? Ça, c'est pas... Les mallettes que vous voyez, généralement, vous voyez les gens qui sont la sécurité qui se trouve autour d'un président, vous voyez toujours des mallettes. En réalité, c'est pas des mallettes. Ce sont des genres de mallettes anti-balles. On déploie. Une fois qu'il y a un coup de fenêtre, automatiquement, la mallette se déploie. Donc, la mallette permet de protéger. Même quel que soit le calibre de l'arme qui sera utilisé, on protège tout de suite. Mais quand vous regardez Ibrahim, lui, il a plein. Il y a cette mallette-là, il y a toujours 2 ou 3 qui ont ça autour de lui. Ça forme un genre de protection sur le champ. Assimi Goïta, c'est la même chose. Le général, tous les présidents ont ça. Même Ouattara même. Vous voyez toujours les gens avec des mallettes noires. Souvent, même moi, je me posais la question, je dis, mais vous n'avez pas d'arme atomique. Vous avez la mallette autour de vous. Ouais, bouclier d'acier. Donc, en fait, tous les présidents, là, quand vous voyez les mallettes, ne vous posez pas 1000 questions. Ce sont des mallettes anti-balles. Une fois qu'il y a un coup de feu d'être, automatiquement, il soulève et puis ça. Donc, il a ça. Alors, Ibrahim, effectivement, il est protégé. Il est sûrement protégé. C'est la même chose comme Assimi Goïta, c'est la même chose comme le général Tchani. Ils ont un service de renseignement impeccable. C'est pourquoi j'ai dit le premier travail de Bassirou, c'est d'enlever le chef du renseignement sénégalais. C'est si le garde là, sa vie ne tient qu'à un fil. Tout président pour réussir une première mission, quand tu viens en fonction, c'est de changer tout de suite la tête du renseignement. Et au Burkina, maintenant, on veut tuer le gars. Parce que vous avez entendu ce que Chris Yapi a dit, je vous ai fait écouter une de ses enquêtes. Outene Brahima, après toutes les préparations mystiques, arrivé au Burkina, c'est humiliation qu'il a subie. Bon, pourquoi ils veulent absolument liquider le capitaine? Je vous ai dit une chose. À l'élection de Diomaye Faye, j'ai dit au monde entier, je dis Alassane Ouattara vient de gagner son ticket pour un 4e mandat. C'était pas évident. Je dis Alassane Ouattara vient de gagner son ticket pour un 4e mandat. Parce que maintenant, là, il sera celui qui va défendre les intérêts et faire en sorte que l'intention du Sénégal de renégocier le CFA ou de sortir du franc CFA pour que lui, il puisse empiéter au maximum. Oufo, il a dit. Oufo, il a dit. Oufo, il a dit. On peut retarder le progrès, on ne peut pas empêcher le progrès. Qu'est-ce que 20 ans dans la vie d'un peuple? La team, cette vidéo que vous venez de voir de Cheikh Oumar Keïta qui nous parle de la tentative de la déstabilisation, bien évidemment, que la France veut imposer aux États du Sahel. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Je pense qu'aujourd'hui, les États du Sahel sont mieux préparés et surtout que les alliés sont mieux définis. Donc, ce n'est pas nouveau, mais il est important de toujours dénoncer, de tirer la sonnette d'alarme tout le temps pour qu'on puisse encore être plus mobilisé. Car dès l'instant où vous avez l'impression d'être passé à autre chose, eux, ils sont toujours là. Parce que vous savez, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de résistance. Et voilà où l'Occident a toujours été bien meilleur. Parce que sur la course de résistance, ils sont forts aussi. Donc, il faut qu'on se mette au même diapason et qu'on ait aussi la course de résistance. Non seulement vous devez courir vite, mais vous devez être résistant. Vite pourquoi? Vite parce que les autres continents et les autres pays ont pris l'avance sur nous. Le président Ibrahim Traoré avait dit que nous, en Afrique, nous vivons en 1984, quand le reste du monde vit en 2004. Est-ce que vous voyez le nombre d'années en arrière? Nous sommes encore en 1984, quand les autres vivent en 2004. Nous sommes à quelque chose comme 40-42 ans en retard du monde. Et moi, je dirais même plus. Je dirais nous sommes à près de 200 ans de retard. Quand vous voyez à quel niveau les autres sont et à quel niveau nous sommes. Et donc, nous devons être rapides et nous devons être résistants. Ce n'est que comme ça qu'on peut espérer même faire match nul ou dépasser un jour. On peut dépasser parce que nous avons les qualités. Nous avons les ressources pour, et nous avons aussi même les ressources humaines qui sont aujourd'hui aussi en train d'être complètes en Afrique. Et donc, il est important pour nous d'être mobilisés, de savoir ce qui se passe,
de dénoncer. Mais une fois de plus, il faut que nos États abandonnent le franc CFA. Je suis fatigué de parler de ça parce que c'est comme si nos dirigeants ne nous écoutent pas. On nous dit toujours, non, ce n'est pas facile, non, c'est si, mais il faudra combien d'années pour trouver des solutions? Je sais que ce n'est plus une affaire d'une seule personne. Mais si les États du Sahel sont déjà réunis et n'ont pas encore pu trouver d'alliés vraiment véritables, on veut me dire que dans cette Afrique, il n'y a que le Mali, et le Burkina et le Niger qui sont déterminés à abandonner le franc CFA. Ben non, il y en a des pays qui veulent. Alors approchez-les pour avoir la même monnaie. Il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on s'en sorte. Car je sais aussi que notre réussite viendra de là. Vous ne pouvez pas être souverain, vous ne pouvez pas être indépendant, vous ne pouvez pas être libre en louant la monnaie d'autrui pour vous servir. Vous ne pouvez pas être libre en louant la monnaie d'autrui. Si vous êtes libre, vous devez créer votre propre monnaie. Tout va passer par là. On dit qu'on va souffrir, que la monnaie n'aura pas de force. Même si on commence à vivre une monnaie qui est faible, un moment venu, elle va augmenter, surtout si nous sommes nombreux. Et un peu, on pourra contaminer le reste de l'Afrique. Osons seulement et nous verrons. Alors, si vous avez écouté l'intégralité, si vous êtes encore là, de la vidéo de Cheikh Oumar Keïta, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.